J'ai eu un moment vraiment, vraiment agréable avec Eva Avila. C'est une fille avec un beau cœur qui a partagé des affaires quand même personnelles sur son parcours. Puis pour vrai, je suis vraiment dans la gratitude de la connaître. Puis j'espère avoir la chance de faire un projet, quelque chose avec elle. Elle a beaucoup à apporter, j'ai l'impression. Puis autant dans le monde du rétablissement que comme artiste. C'est un bel épisode rempli de lumière. Fait que vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous souhaite une belle écoute. C'est là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Et je suis aujourd'hui en compagnie d'une invitée, une femme qui est une artiste, une actrice, une chanteuse, plein d'autres affaires. Je suis certaine que je vais découvrir plein de choses pendant cette conversation-là. Elle a fait un... Hey, j'ai des petits tocs. Elle a fait un concours, un show de télé-concours il y a 19 ans. Ça s'appelle Canadian Idol. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eva Avila. Allô! Allô! Salut. Allô, Eva! Merci de m'avoir invitée. Hey, ça me fait tellement plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on communique sur les internets, sur les Messenger et les Instagram de ce monde. On s'est connus comme ça, dans le fond. Oui, je pense que c'était... Moi, je voudrais dire en 2020. En comme 2020. au début de la pandémie, oui. Genre, c'était pas quand il y a eu Carnet de fuite. Il me semble que tu m'avais écrit, tu m'avais dit que tu avais lu le livre. Oui. Il me semble que ça avait rapport au livre. Je pense que notre premier contact, c'était à travers le défi 28 jours de Jean Lapointe. Puis on avait fait équipe ensemble. Oui. Je pense que c'est ça. Puis oui, j'ai lu ton livre Carnet de fuite. J'ai adoré. Je me suis reconnue énormément. Puis, depuis ce jour que je te suis, puis on échange souvent ensemble. Puis là, aujourd'hui, on s'est rencontrés en chair et en os pour la première fois. Exact. Approche-toi donc juste un petit peu, juste Hello. pour être sûr. Hello. On s'est rencontrés pour la première fois, puis c'est comme si on s'était toujours connus, mais dans le fond, c'est ça que ça fait, les réseaux sociaux, hein. Ça nous rend proches, même si on est loin, même si on se connaît pas. C'est quand même cool pour ça. Oui. Pour vrai, je me suis fait beaucoup d'amis des amis de sobriété, disons, juste à travers les internets. Wow. C'est quand même le fun. Ouais. C'est une belle façon de vraiment. Fait que Canadian Idol, t'as participé à ce concours-là, t'avais 19 ans, t'étais un bébé. Ouais, j'étais un bébé. T'étais un bébé, puis on en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes, c'est que dans le fond, t'as passé ta jeunesse à faire des concours, à vouloir être la meilleure, entre guillemets, d'une certaine façon. Fait que t'es une fille qui a la compétition dans le sang, mettons. Oui. Je veux dire, quand t'es dans la performance... Moi, je chante puis je performe devant des gens depuis que je suis haute comme 3 pommes. Fait que la piqûre de la validation, des applaudissements, de « t'es donc bien la meilleure, t'es donc bien bonne », je l'ai eu très jeune. Fait que depuis que je suis toute petite, ça a été beaucoup de compétitions, des émissions de talent, des concours. Fait que, veux pas, surtout dans ce monde-là, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de compétitions. Donc, puis il y a la pression qu'on se met sur soi-même. Donc, moi, ça a commencé très, très jeune. Canadian Idol, c'était en 2006. J'avais 19 ans. Ça a été magnifique. Là, pour moi, ça a été le tremplin qui m'a catapultée dans le monde de la chanson, mais au niveau professionnel. Avant ça, c'était plus au niveau amateur. Tu sais, je me faisais des petites payes ici et là à certaines gigs, mais je veux dire, ça a été vraiment un point de départ immense, là, parce que là, j'étais comme in the big league. Là, et reconnue. Oui. Quasiment partout dans le monde, on pourrait-tu dire ça? Au Canada. Au Canada, ouais, Canadian Idol. Mais quand même, t'as-tu des opportunités aux États-Unis? Non, pas à ce moment-là, non. Okay. Non, je dirais qu'aujourd'hui,
avec le projet dans lequel je suis, Brit Floyd, qui est un hommage à Pink Floyd. OK. La plupart de nos shows, je te dirais, sont aux États-Unis. Fait que ouais? c'est quand même drôle parce qu'aujourd'hui, je gagne ma vie majoritairement aux États-Unis. Ah ouais, à chanter du Pink Floyd, ouais. À chanter du Pink Floyd. Mais mais c'était après Canadian Idol, c'est sûr que l'espèce de reconnaissance, puis bon, de me faire reconnaître en public, puis de faire 10 millions d'entrevues chaque jour, puis de me retrouver, tu sais, ça a été quand même en l'espace de 2 mois et demi, c'était rapide. Ouais. Ça a été un gros slingshot, mais je veux dire, à cette époque-là, écoute, moi, je comprenais plus rien, là. C'était mon rêve qui devenait réalité, là. Le védétariat, l'approbation, contrat de disque. T'as fait un album après ça? Oui, j'en ai fait 2. T'as fait 2 albums? Avec Sony BMG. OK. Plusieurs années après, j'ai fait un EP de façon indépendante, OK. autoproduit, mais distribué par Entertainment One Canada. Puis ça, c'est depuis 2014, mon dernier album. OK. Mais là, c'est-tu des chansons... C'était-tu des chansons originaires? Oui. Ouais, que toi... Oui. Fait que t'es autrice, compositrice, interprète? Oui, j'ai juste dit chanteuse, mais tu sais, dans le fond... Ça englobe tout ça, là, c'est bien correct. Ouais. Oui, je suis autrice, compositrice... autrice, compositrice, interprète. Je suis en train d'acheter une voyelle. OK. Mais c'est sûr qu'en étant signée à une grande maison... de disques comme Sony, c'était beaucoup... tu sais, il y avait un paquet d'auteurs-compositeurs à travers le monde qui se battaient pour avoir une cote sur l'album de la nouvelle fille, la nouvelle Canadian Idol. Fait que tout le monde se pitchait pour nous proposer des tunes. Okay. J'ai quand même eu un pas pire mot à dire sur la sélection des chansons, fait qu'on m'a quand même écouté. Sur mon deuxième album, j'ai pu... il y a une chanson que moi, j'avais même co-écrite, co-composée, qui s'est retrouvée sur l'album. Ah, nice! Ça, c'était très gratifiant. Ouais, j'imagine. Mais sur le premier album, écoute, ça a été tellement rapide, là. C'est genre, j'avais gagné un 17 septembre, puis l'album devait sortir le 14 octobre. Non, c'est pas vrai. Novembre, excusez. OK, mais quand même, 2 mois pour... 2 mois pour enregistrer un album de 13 tunes, de faire la sélection des chansons, de faire un meeting avec le réalisateur. Puis là-dedans, j'ai eu comme une couple de petites pauses là, pour comme respirer. Là. Mais, ils t'ont accordé ça, c'est cool. Oui, mais tu sais, écoute, c'était vraiment un tourbillon. Là. Quand on dit en anglais un whirlwind, là, c'est vraiment whirlwind, dis-je. C'était vraiment ça. J'avais à peine un moment pour m'arrêter puis comprendre tout ce qui m'arrivait. Puis pourtant, en entrevue, là, je me rappelle comme si c'était hier, là, je disais comme, tu sais, je prends pas ça pour acquis, je suis très reconnaissante, je sais que ça se peut que ça dure pas toute la vie, fait que j'essaie de savourer chaque moment. Je le disais, mais je le croyais pas vraiment parce que j'avais pas vécu le après encore à ce moment-là. Ce dont on va parler. Ben oui, hein? Mais parce que ça reste, j'imagine, une réalité que tu connaissais pas, mais pas pantoute, là. Je veux dire, de tomber... Pas à cette échelle-là. C'est ça. Mais comment tu réussis à rester quand même relativement grounded? T'es-tu tombé dans... Justement, t'as parlé de tourbillon de whirlwind, mais t'es-tu penché vers des excès? Comment tu l'as vécu, mis à part de pas tant profiter du moment présent parce que t'étais all over overwhelmed? Écoute, Tu 19 ans, là. 19 ans, j'habitais encore chez ma mère. 2 mois et demi plus tard, en fait, l'audition, bon, c'était quoi? C'était en janvier 2006. Après ça, ils te font attendre un bout de temps avant de faire l'étape du top 200 à Toronto. OK. Après ça, c'est top 22, puis après ça, c'est top 10. Fait que le processus en entier, là, ça a duré de janvier, disons fin janvier jusqu'à septembre. Fait que, oh shit, quand même. Mais du top 22, que personne ne sait je suis qui, on me connaît pas, au 17 septembre, c'est là que ça se passe. Fait que de mai à septembre, c'est là que l'ascension, le thrill, le big thrill, là, c'est là que ça s'est produit. Et là, moi, immédiatement après Canadian Idol, ben c'est ça, j'ai été propulsée là, j'avais un calendrier rempli là, comme un premier ministre. dans le tapis. Là. Ouais. Ah, bon, peut-être. Ouais.
Vraiment, comme au quart de tour, booké, entrevue, this and that. J'étais tout le temps accompagnée de mon relationniste. Meeting avec telle personne. Là, les opportunités. Ah, il y a Ford Models qui veut t'approcher pour des contrats d'ambassadrice. Fait qu'il faut prendre un meeting. Ensuite, meeting créatif. Ensuite, session d'enregistrement. Ça arrêtait pas, là. Donc, j'étais tellement sur un high. Constant. Une espèce de pic d'adrénaline, de dopamine comme non-stop, que, écoute, je sais pas si je peux trouver un moment en particulier où est-ce que j'ai commencé à ressentir la descente. Mais la grosse vague de Canadian Idol de succès, puis ça a duré peut-être une couple d'années. Quand même. Puis, tu me demandais si j'étais tombée dans les excès. C'est venu un peu plus tard. OK. Tu gérais au début? Au début, j'étais en surface. Là, j'étais comme en contrôle. OK. Parce que ça allait relativement bien. J'étais fatiguée. Ouais. Mais tu te gérais. Mon horaire ne m'appartenait pas, mais je me gérais. J'étais de bonne humeur. J'étais grateful? J'étais beaucoup dans la gratitude. Mais je me souviens, si je suis très, très honnête avec moi-même, puis je me replonge dans ces moments-là, je me souviens d'être un petit peu sénère. Ouais. J'avais tendance à être un petit peu, tu sais, comme mes proches, ma famille, mes amis avaient 10 millions de questions, puis je me souviens de me sentir un peu comme, foutez-moi dans la paix un petit peu, là. Comme, vous voyez pas que j'ai un horaire de malade, puis que oui, je suis dans la gratitude, puis oui, je devrais pas me plaindre le ventre plein parce que c'est mon rêve qui se réalise, puis les contrats qui pleuvent, puis je devrais être tellement dans la reconnaissance, mais je me souviens d'être très on edge, à fleur de peau. Ouais. Puis, les excès, moi, ce qui m'a causé le plus de soucis dans ma vie adulte, ça a été ma dépendance à l'alcool, qui est venue de façon très progressive. Mais je dirais qu'au début de ma vingtaine, j'ai commencé à m'apercevoir assez rapidement que quand je prenais un verre, ou 5-6 verres, ou plus, des fois, ça allait mieux. Ça allait mieux. Soit que ça amplifiait mes bonnes émotions, ou ça m'aidait à fuir et à engourdir les mauvaises émotions, les moins agréables. Fait que, mais ouais. T'étais en relation dans ces moments-là? À 19 ans, t'étais-tu single and fabulous ou genre, t'étais une fille qui est en couple? T'étais-tu... Non, à 19 ans, non, j'étais pas... oui, voyons, j'étais en couple. Là, quand je suis allée faire la compétition, toute cette dopamine-là puis ces sensations fortes-là, ils ont pris toute la place. Donc, j'avais plus d'attention ou d'énergie à consacrer à mon couple. Donc, ça s'est terminé. Puis là, pas longtemps après, tout de suite, je suis sautée dans une autre relation. Moi, j'ai une personnalité qui... j'en suis venue à me l'avouer à moi-même si je veux cheminer puis avancer dans la vie, là, mais je suis quelqu'un qui a tendance à fuir. Quand c'est plus le fun, quand c'est difficile, quand c'est éprouvant, je fuis. Fait que pendant plusieurs années, ça a été dans l'alcool. Là, ça fait 7 ans que je bois plus, que je consomme plus. Bravo. Merci. Bravo. Mais c'est pas une solution à tout. Ça règle pas tout. Ça aide une couple d'affaires, j'imagine. Ça met les chances de ton bord quand t'arrêtes de t'empoisonner le cerveau, puis le corps, puis le foie. Puis... Parce que l'alcool, on va se le dire, ça peut vraiment... Oui, mon ventre, il parle. Ça a l'air que j'ai faim. Moi, ça a vraiment altéré ma personnalité. Vers la fin de la progression de ma maladie, là, je me suis vraiment rendue au stade chronique, là, le plus creux des plus creux. J'étais plus moi, j'avais plus ma personnalité, j'avais plus de jugement, j'étais juste plus là. Puis je pense que t'en sais quelque chose, toi aussi, comment ça peut effacer une personne. Ouais, ça nous change. Là, ça nous change du tout au tout. Puis ça fait peur, mais écoute. Vraiment. T'es-tu allée... tu t'es-tu rendu comme à l'hôpital, puis tout le kit, là, la grosse affaire? Oui, 4 fois.
Ah, sérieux? Ah ouais? 4 fois en 2 ans. Des sevrages? Mm-hmm. Ah ouais? OK, moi, je me suis pas rendue si loin. On dirait que j'étais... Ben, si loin. Je me suis rendue loin, mais on dirait que vu que j'étais une binge drinker, ouais. j'étais capable d'arrêter, hein. J'étais capable de... Fait que je me rendais pas à m'intoxiquer à tous les jours puis que mon corps en ait de besoin. Mm-hmm. C'était comme vraiment pour fuir, m'engourdir. Moi, je buvais pas pour le goût, mais c'est ça, j'ai jamais eu de sevrage, là, des complications. Mais toi, faut que pour aller à l'hôpital... Oui, ben tu vois, toi, t'as arrêté ou tu t'es... j'ai arrêté la progression. Exactement. C'est ça. Parce qu'il y a des phases... Je me serais sûrement rendue à la même place que toi. Là. Ben c'est ça. C'est que moi, je suis le genre de personne que... Si tu me dis touche pas à ça, c'est trop chaud, tu vas te faire mal, faut que j'aille toucher. Faut que je me rende jusqu'au bout. Faut que c'est comme si je me testais. Ah ouais. Puis ça s'applique à, I guess. Ouais. Pourtant, jeune, adolescente, j'ai été toujours très, très, très... tu sais, j'étais pas rebelle à l'école. Je suivais les règles, je skippais jamais les cours. Je me souviens que quand j'avais genre 15-16 ans, j'allais dans des parties chez des amis après l'école. Puis bon, il y avait de l'alcool. Moi, j'avais peur, je me sauvais. Je pensais que, mon Dieu, on va se faire pogner. Puis évidemment, moi, je touchais pas à ça, là. Mais moi, je me suis rendue à l'étape après la tienne. Oui, exact. Le binge, il y a eu une phase où je pouvais arrêter pour des petites stretches, mais je faisais ça les dents serrées, là. C'était une punition pour moi. Ouais. Je me suis rendue, moi, à la phase chronique où j'en étais devenue dépendante physiquement. Ouais, c'est ça. Puis si t'arrêtes cold turkey, c'est dangereux, tu peux en mourir. C'est mortel, ouais. Fait que, 4 fois à l'hôpital, dont une fois à Hong Kong, à l'autre bout du monde, loin de tout. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais là pour un contrat. Je chantais dans un hôtel, un super bel hôtel 5 étoiles. J'étais logée, nourrie, tu sais, une petite vie de princesse, là. J'avais déjà fait un contrat l'année précédente et ils m'ont rappelé. Sauf que quand ils m'ont rappelé, je suis retournée là tout croche. Mais comme, j'étais dans ma phase terminale, là, de mon alcoolisme. T'avais quel âge? T'avais 31 ans? 29. 29. Ça paraît-tu que je parle 4 langues, mon petit cerveau, il danse. C'est parfait, c'est parfait. 29. Oh my God, OK. Et c'est ça, j'étais rendue vraiment à la toute fin de ma progression de mon alcoolisme. Donc, je descendais au lobby de l'hôtel pour faire mes shows à moitié là. J'étais constamment en état d'intoxication ou de sevrage. Fait que j'avais le shake. J'allais me cacher pour prendre une coupe de petites shots d'alcool pour arrêter les tremblements. Je faisais beaucoup d'insomnie, fait que je mixais des somnifères là-dedans. C'était vraiment pas cute. Puis j'étais congédiée. Oh shit. Mais là, t'étais sous un contrat quelconque avec ton affaire de Canadian Idol? Non, ça avait plus rapport. Là, t'étais libérée de ça, là? Oui, ça faisait un bout de temps que je suis libérée. J'étais sous contrat là, avec l'hôtel. Oui, c'est ça. Tu faisais des gigs dans des hôtels, dans des restos, dans des... Ouais. Resto, j'ai jamais resto. Moi, c'est pour ça que je suis dans la gratitude, là. J'ai beaucoup de chanteurs qui ont mangé leur croûte puis qu'ils sont passés par la période de chanter dans des bars. Ouais. Moi, je l'ai sauté, cette période-là. Okay. Je suis passée de faire des concours de chant, puis chanter à mon école secondaire, puis faire des premières parties, mettons, à Gatineau, au festival des Montgolfières. Ou, tu sais, j'ai quand même fait des gigs vraiment le fun, mais tout de suite, je suis sautée, Canadian Idol. Ouais. Fait que la phase de me faire payer cash pour chanter dans des bars, puis me péter la voix à chanter dans les bars avec, tu sais, de la fumée de cigarette, puis je l'ai pas vécu, cette phase-là. Mais c'est ça. Fait qu'en quand j'ai perdu mon contrat, on m'a congédié parce que j'avais plus d'allure, là. J'avais plus d'allure. Moi aussi, je me serais congédiée moi-même. Puis ça a été une délivrance parce que c'est ça qui m'a permis de me péter la face une dernière fois. C'est pas vrai. Pas vrai. C'était une avant-dernière fois. Parce qu'après cet épisode-là, j'ai toujours pas arrêté. J'ai arrêté pour un bout de boire. Okay. J'avais recommencé. Après, on fait un sevrage à l'hôpital. Oui, sevrage, genre, il fallait qu'il nettoie mon sang. Ouais, je suis restée 5 jours à l'hôpital à Hong Kong. Qu'est-ce que tu buvais? Ah, tout. N'importe quoi qui gelait. N'importe quoi. Rendu à cette phase-là, oui. Tu sais, dans mes débuts, c'était beaucoup la phase de je fais semblant que je bois pour le goût, puis je fais semblant de m'intéresser à différents cépages, puis différentes bières. Puis oui, il y a des alcools qui goûtent meilleur en bouche, on se le cachera pas. Mais
moi, je m'en foutais que ça goûtait, là. C'est vraiment pour la médicamenté, ouais. là. Fait que vers la fin, c'est n'importe quoi. Je me suis rendue à boire du Listerine aussi, là. Tu sais, comme quand t'es desperate, là. Aïe, pauvre petite. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je me suis pété la face bien dans mon fond du baril. Puis là, après ça, je suis retournée au Canada. Une fois que mon sevrage était fait, j'ai pris l'avion, 16 heures de temps, retourne au Canada. Je suis allée me reposer chez ma mère pour plusieurs mois. Après ça, tranquillement, pas vite, je me suis rétablie. J'ai recommencé à travailler. Mais pas de thérapie, rien, là. J'ai fait une... Ben c'est ça m'amène à parler de ce beau programme, Plan de match. C'est pas une désintox, c'est pas une cure de désintox pour drogue et alcool, mais c'est une session d'évolution comportementale et affective. Fait que c'est vraiment c'est un programme de découverte de soi, en fait. C'est un temps d'arrêt pour vraiment aller faire une belle introspection puis être honnête avec soi-même. Puis, fait qu'une fois que mon sevrage physique était complété, là, quelques mois plus tard, en janvier 2016, je suis allée faire Plan de match. OK. Puis c'est sûr que c'est pas une solution magique, là, mais ça a été un beau tremplin vers mon rétablissement. Ouais. Par la suite, j'ai fait 1 an pas d'alcool. Après ça, j'ai rechuté parce que je pensais que j'étais guérie. Je me suis dit, tu sais, je suis plus déprimée, ma vie va mieux, j'ai fait du ménage dans ma vie, mon entourage est différent. À ce moment-là, j'étais partie de Toronto pour revenir m'installer à Montréal. J'étais vraiment ailleurs. Fait que je me suis dit, je vais être capable de gérer ça. Je vais être capable de contrôler ma consommation d'alcool. Fait que j'ai essayé de renouer avec l'alcool. Puis quand on entend ça souvent dans le monde du rétablissement, essayer de renouer avec ta substance de choix. C'est un petit peu comme renouer avec un ex. Un ex qui était toxique, une relation toxique. Tu réessayes, puis c'est le fun au début, puis après ça, tu fais « Oh, je me rappelle pourquoi je suis partie. » C'était exactement ça. Fait que... ça revient à la même place. Ouais. Mais là, ma dernière rechute, mon dernier verre, c'était le 13 décembre 2017. Puis j'ai pas de garantie que je rechuterai jamais. On n'est jamais à l'abri de ça. Mais chaque action, chaque pensée me rapproche ou m'éloigne d'un verre. C'est ce que j'essaie de me dire à tous les jours. Wow. Ouais. Mais toi, je te lève mon chapeau d'avoir arrêté avant de te rendre où moi je me suis rendue. Ça prend une grande self-awareness, là, pardonnez mon anglicisme. Ouais, écoute, ben moi je pense que dans mon cas, j'ai commencé à consommer puis je voulais arrêter. Et ce, avec toutes les substances que j'ai consommées. C'était la même chose avec la cigarette, avec le pot, avec l'alcool. On dirait que dans mon fort intérieur, dans mon cœur, on dirait que j'ai souvent eu des moments de lucidité, en fait. Très, très souvent, où j'étais comme, ça peut pas être ça la vie, ça peut pas être juste du chaos tout le temps. Puis, tu sais, j'avais vraiment des aspirations, des rêves qui m'ont gardé dans la bonne voie, mais ça m'a pas empêché de me détruire quand même, là. Mais on dirait qu'il y avait vraiment... La petite voix, elle parlait fort. Tu sais, on parlait de la petite voix, mais elle parlait fort souvent, mais j'avais aussi beaucoup de déni. C'est comme tellement contradictoire comme condition quand tu deviens atteint de l'alcoolisme ou tu l'as toujours été. On sait comme pas trop, là, si on l'a-tu toujours été, tu sais. On a-tu toujours été atteint ou c'est les facteurs, notre environnement, les épreuves, tu sais. Il y a plein de gens qui vivent des épreuves qui vont pas tomber comme nous, tu sais. Ben, je pense que, d'après ce que je sais, là, ça se peut que je sois dans le champ, mais j'ai déjà entendu ou lu que on peut être prédisposé à l'alcoolisme. Il y a plein de facteurs, là. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs de circonstances. L'environnement, c'est ça. L'environnement. Le trauma. Absolument. Ouais. Puis, tu sais, c'est toute une grande recette. Chaque être humain, on est composé de une espèce de gros cocktail, no pun intended, de facteurs puis d'expériences qui font en sorte qu'on développe tel ou tel comportement, telle ou telle dépendance. Puis on se le cachera pas. Souvent, quand on délaisse une dépendance, on la transfère. T'as fait ça, toi? Ben moi, quand j'étais adolescente, j'ai développé des troubles alimentaires. OK. Puis c'était pas mal ça qui était... omniprésent jusqu'à temps que ça se transfère vers l'alcool. Ouais. Fait que pendant plusieurs années, c'était l'alcool qui prenait toute la place. Mais ça t'empêchait de manger aussi, j'imagine?
Moi, j'étais boulimique. Ah, OK. Fait que ça, c'est je mangeais pour me geler. Puis après ça, tu vomissais. Puis je me purgeais après, ouais. Ouais. Mais je veux dire, ça a pris beaucoup de formes. Mes troubles alimentaires, ça a pris cette forme-là pendant un bout de temps. Après ça a pris une forme de genre binge and restrict, là. Fait que, je me permettais de manger à ma faim, mais le lendemain, je me privais. OK. Ou je faisais tout pour tu sais, c'est ça, pour me under-eat, là. Ouais, mais t'étais en combat constant avec la nourriture, dans le oui. fond, puis en contrôle. Ouais. Sais-tu, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est plate de savoir qu'il y a autant, que t'as vécu ça, puis qu'il y a autant de femmes aussi qui le vivent, là. On n'en parle pas beaucoup, mais... Sais-tu qu'est-ce qui est la cause fondamentale de pourquoi t'as des troubles alimentaires? Tu sais-tu? Parce que c'est bien avant Canadian Idol. Ça a-tu rapport, tu penses, à ce désir d'être aimé, valorisé? T'as-tu réussi à mettre un... Puis t'es plus là-dedans aujourd'hui? C'est encore un combat, c'est-à-dire dans ma tête, là. Ouais, dans les tête. comportements de boulimique? Comportement de boulimique, ça fait longtemps que c'est derrière moi. C'est beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Mais c'est quand même un combat quotidien dans ma tête. Ma relation avec la nourriture est encore... Puis j'en parlais avec un ami récemment, puis il dit, bon Dieu, ça paraît pas, tu sais, t'as l'air tellement en paix. Moi, je suis une gourmande. Moi, de manger, c'est... N'importe qui me connaît, là, il sait que manger, c'est un de mes plus grands plaisirs de ma vie, là. C'est tellement incroyable, manger. Oh oui! Oui. Puis, mais je pense que, pour revenir à ta question, très tôt, quand j'étais adolescente, évidemment, j'ai commencé à chanter en public très jeune. Fait que tout de suite, c'était dans le paraître, dans les photos, ce que j'ai l'air en photo, ce que j'ai l'air en caméra. Tu sais, ma première apparition télévisée, je l'ai faite, j'avais 8 ans, je pense, à Ottawa. Mais c'est à ce moment-là, je m'en foutais là, de ce que j'avais l'air, là, parce que j'avais la carelessness d'une petite fille de 8 ans. Mais tranquillement, pas vite. C'est des petits commentaires anodins là, qui sont pas faits pour mal faire, mais genre... je sais pas, moi, quelqu'un en spectacle, mettons, j'avais 15 ans, qui me faisait des petits commentaires de « Ah, tes jeans commencent à être serrés » ou « Hey, on dirait que t'as maigri, tu sais, t'as l'air bien, t'es belle », puis des petits commentaires qui se veulent des compliments, puis on deal avec ça encore aujourd'hui, là, mais n'importe quand que tu reçois un commentaire par rapport à ton image, à ton poids, ça peut t'affecter d'une façon ou d'une autre. Fait que moi, ça a été... En tout cas, puis je sais qu'il y a tellement de gens, hommes et femmes, qui struggle avec ça. Ah, c'est débile. Puis, veux pas, là, quand je suis allée faire Canadian Idol, là, ça s'est amplifié, là, ça s'est injecté de stéroïdes, cette affaire-là. Là. Tu peux voir du début de la compétition, si tu regardes comme toute la saison, là, du début de la compétition jusqu'à la finale, tu me vois fondre, là. Puis j'ai changé, je suis descendue, je pense, de 2 tailles, 2 points. Ouais. Puis tout le monde me félicitait. Ben oui, c'est ça. Je me rappelle plus des commentaires, là, mot pour mot en anglais, mais genre, comme, you're working hard, you look great, you've lost weight. Fait que, hey, ça, je prends ça en courant. Puis, puis un moment donné, j'avais repris un peu de poids l'année d'après. Puis j'avais fait une apparition pour un défilé de mode pour la fondation de l'Association des maladies du cœur, je pense. Puis j'avais pris du poids, là, puis oh my God, je me suis fait tomber dessus par du monde, là, puis oh mon Dieu, là, ta robe, elle te fera pas, puis il faut faire des ajustements, puis il y a même une journaliste qui avait supposément qui a demandé à mon agente si j'étais enceinte. Puis ça aussi, ça m'a fessé dedans, puis ça l'a juste comme carburé, carburer mes insécurités, puis... C'est fou comment il faut... Tu sais... Pas dire qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien dire, mais par rapport au poids, tu sais, commentons pas les poids, que ce soit gros, petit, beau, pas beau, tu sais, comment porter un jugement sur le poids, c'est tellement, ça peut tellement te fuck up, là, à un point, là, qui est grave, là. Ouais. C'est fou. Puis, tu sais, les gens, ils font pas ça pour mal faire, mais tu fais comme, ça sert à quoi? Moi, dans ma famille, les gagnants, là, OK? Ils font tout ça, des références au poids. Tout le temps. Comme, hey, tu manges assez ou hey, tu manges trop. Ben, plus comme, t'as perdu du poids. Plus du côté, genre, glorifier le fait d'avoir perdu du poids. Oui. Mettons. Oui. T'as l'air en forme. Tu sais, puis
Non, ils vont le dire aussi quand t'es engraissé, là, mais en tout cas, ça gosse. Oui, ça gosse. Sérieux? Ça gosse, puis c'est comme... Pourtant, c'est comme tu dis, c'est pas malveillant. Souvent c'est pas malveillant du tout. C'est juste comme... C'est juste... Mais si on... Tu sais, là, on est en 2025. Ça, c'était... Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, où ça commençait. Moi, Facebook est apparu dans ma vie en 2007. 2007, même chose. Non, je ne vais pas adhérer à ça. Facebook, c'est quoi cette affaire-là? C'était MySpace, là, dans mon temps. Ouais, moi aussi, MySpace, j'avais MSN Messenger pour chatter. Ouais, puis MIRC. Oh mon Dieu, oui, MIRC. MIRC. Puis moi, en Outaouais, il y avait Outaouais Web. Ah ouais, OK. Puis c'était un peu comme Facebook, là, tu avais un profil avec des photos, puis tu pouvais comme tout voir où est-ce que le monde sortait, comme quel bar qui était in. OK, ouais. En tout cas. Mais... Fait que ça m'a suivi, puis c'est encore un combat. OK. Mais, tu sais, c'est des bêtes noires, je les appelle c'est mes petits monstres. Mes petits monstres, c'est l'alcool, ma relation avec la nourriture. Ouais. C'est des petits monstres que j'ai porte en moi. Ils sont tout le temps là. Je les accueille, je les aime. Ils font partie de moi. Je peux pas m'en sauver, je peux pas les faire disparaître. Mais je peux les entretenir, je peux en prendre soin, je peux m'assurer qu'ils restent endormis, puis de pas les réveiller, genre. Ouais. Puis tu sais, toi aussi, t'es en rétablissement, tu te connais assez bien maintenant, j'espère. Ouais, quand même. Pour au moins reconnaître les outils qui te font du bien. Absolument. Puis des fois, on les oublie, ces outils-là, là. Oui, mais moi, j'ai jamais réalisé, toutes les affaires par rapport à l'alimentation, j'ai jamais réalisé que j'avais des enjeux. Je le réalise là. Des binges, j'en fais, mais je minimisais beaucoup. Pas je minimisais, mais pour moi, c'était pas un problème parce que je peux-tu me crisser une petite patience? Oh, tout à fait. Genre, à un moment donné, là. Surtout qu'on boit plus. On boit plus. Je me suis tapé 3 palettes de chocolat puis un McDo. OK. Ouais, pis... So what? Honnêtement. Mais tu sais, c'est juste que je veux pas m'alimenter comme ça. Je comprends. Je veux pas m'alimenter. Mais tu sais, ça m'arrive, mettons, une fois par 4 ou 5 mois. Ah, c'est bien. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que j'en fais pas un cas. C'est bien. Excuse, je rétracte ça. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, c'est ce qui est bien pour toi. Exact. C'est pas un one size fits all. Hein. Exactement. Mais tu sais, je pourrais me taper sa tête quand je le fais, mon binge. Mais... j'ai pas d'enjeu de purge puis tout ça. Je connais pas ça. J'ai jamais été... Mon cerveau va pas là. Puis on dirait que... Tu sais, moi, j'ai eu 2 enfants. Là, fait que c'est sûr que... Tu sais, je regarde, mettons, mon corps flasque un peu, puis j'ai des pensées de comme... Que je veux raffermir ça, que je veux me sentir bien, puis... Mais je le fais pas pour les autres. Je le fais parce que moi, je veux me sentir bien dans ma peau. C'est pas une affaire de genre... vouloir fitter puis être validé ou être c'est vraiment pour moi, genre je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même si quelqu'un verrait ma peau molle puis me dirait quelque chose, ça me dérangerait pas tant. Mais tu sais, l'autre jour je regardais un épisode de podcast puis là je me voyais de côté, j'étais comme arc, tu sais, j'ai eu un commentaire de comme Chris, c'est bien pas beau, mais on est souvent là-dedans, là. Probablement, moi, la manière dont je me positionne, c'est parce que je sais que... Ouais, c'est ça. Moi, je mets des chandails lousses, puis tu sais, mais c'est... Je m'aime. Tu sais, je me regarde, je me trouve quand même belle. Je suis pas en dévalorisation de moi-même, puis comme... Je suis pas en obsession. Tu comprends? Oui. Je te lève mon chapeau. Je suis juste comme... It is what it is. J'ai la peau molle. Puis je fais du yoga, ça me fait full du bien. Puis des fois, je tombe dans la performance. Puis là, je suis comme, OK, man, va respirer, là. Respire. L'idée du yoga, là, c'est juste de connecter ta respiration à toi, à ton souffle. Mais là, Instagram, les filles, les poses, les ci, les ça. Puis je suis comme, je sais que ça me tente pas de tomber là. Je trouve ça lourd. Instagram, là. Pas capable. Parce qu'on est beaucoup dans la comparaison. Eh oui, on en parlait. C'est fatigant. C'est mortel. C'est mortel. C'est pire que... Je pense que c'est pire que la substance, d'une certaine façon. Parce que c'est tout à propos de nos pensées. Puis là, de voir une maman, par exemple, moi, je suis maman. Fait que c'est sûr que ma réalité, c'est... Bon, maman entrepreneur, artiste, qui a toutes ces shit together, qui est comme superwoman. Puis probablement qu'il y a du monde qui me regarde puis qui pense ça de moi. Tu sais, tu comprends? Puis je suis comme, boy. Mais tu sais, moi, je suis pas dans ça.
Mais je suis sûre qu'il y a du monde qui font comme Eliane, elle a beaucoup de tu sais, elle fait beaucoup de projets, elle a beaucoup d'affaires, etc. Ouais, mais je suis pas dans, comment dire, je suis quand même pas dans la performance, bizarrement. Même si j'ai l'air de faire plein d'affaires, je le fais parce que ça me fait full du bien. C'est magnifique. Ouais, je pense que je suis vraiment heureuse pour toi. Ouais, c'est ça, mais avant, c'était pas ça. Je comprends. Tu sais, fait que, mais tout ça pour dire qu'il faut pas que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Moi, je suis des comptes de quotes positifs. Mm-hmm. Ben, ce qu'on consomme, ça nourrit notre cerveau, hein? Oui. Cette semaine, justement, après avoir fait plein de matchs à nouveau, je me suis rappelé. Pourtant, c'est quelque chose que je sais dans ma tête, mais que vraiment, je l'ai compris, genre. J'avais besoin de ce rappel-là, comme je l'ai senti de façon viscérale. Là. Mon but dans la vie, là, ma première priorité, c'est quoi? C'est de m'aimer. Pour qui je la vis, ma vie, c'est pour Eva. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça a l'air niaiseux puis quétaine, mais la personne la plus importante dans notre vie, il faut que ça soit pas juste importance, mais amour. Amour. Faut que je m'aime. Ben 100%. Eliane, faut que tu t'aimes. Ouais. Moi, je suis pas maman, toi, t'as des enfants. Fait que j'ose imaginer que ça doit être un peu tiraillant en disant comme, ben non, mes enfants, ça, c'est ma priorité parce que tu es responsable de petits humains. Ouais. Comme... Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Mais si je prends pas soin de moi, ils ont le pire de maman. Là. Exactement. Ils ont le pire de... Exactement. Mais des enfants, parlant d'enfants, t'en veux-tu des enfants, toi? T'es-tu rendu... Ben là, t'as 38. J'ai 38. Puis je veux pas que ce soit... Tu sais, on sait jamais si on peut poser cette question-là, là, non plus. Ben, pas là. Pas là. C'est bien correct. Puis je comprends que j'ai 38 ans. J'en ai plus 28. Mais tu peux en avoir jusqu'à comme 40 quelques. Oui, j'ai 2-3 bonnes amies là, qui ont leurs enfants un petit peu plus tard, en début quarantaine. Fait que ça me stresse pas trop. J'ai encore du temps, mais... En ce moment, je ne saurais pas quoi te répondre. Okay. Comme aujourd'hui, là, je sais pas. Je sais que je serais une bonne maman. Ben oui, c'est une très bonne maman. Ben oui. Non, je veux pas être prétentieuse, mais je sais que je serais une vraiment bonne maman. Je suis sûre que tu serais une mère extraordinaire. J'adore les enfants. Ouais. J'adore les enfants. Ben, c'est un choix de mettre un enfant au monde. Moi, avant d'arrêter de consommer, je vais t'avouer que je voyais... J'étais comme... Je veux pas faire ça à un enfant. Mon discours était comme... Moi, j'ai pas demandé à être au monde. J'ai pas demandé à venir au monde. Vraiment, sincèrement. C'était tellement dark. Hein? Danny Bédard. Ouais, puis j'ai fait son clip. J'ai pas demandé à venir... J'ai joué dans son clip. Hein? Oui! Ben là, c'est weird parce qu'on l'a joué plein de fois cette semaine à Plan de Match, cette tune-là. Puis on l'a chanté à toute tête dans le groupe. Clip. Ben, il va falloir que j'aille revoir. Je l'ai déjà vu, là, mais ça fait longtemps. C'était des clips pour la violence faite aux femmes. C'est la première gig comme actrice que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Ben voyons donc, 5 fois non, ouais. C'était Vénus 3, Groovy Aardvark, Danny Bédard, Jacinthe. Ouais. Puis Vénus 3, je l'ai dit. Oui. Il y en a un autre. Danny Bédard, Vénus 3, Groovy. En tout cas, peu importe, là, mais 5 fois non. Ouais, tu vas checker ça. Ben oui, absolument. Quelle toune. On l'aime, Danny. Ben, je le connais pas, là, mais j'aime. Non, c'est une toune. Ouais, incroyable. Très puissante. Puis, mais bref, ça pour dire que je me disais, pourquoi je ferais ça à un enfant? Moi, j'ai pas demandé à venir au monde. Puis check tout le chaos, man, que j'ai vécu, puis tout ça. Puis je voulais pas imposer ça à un enfant. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me rétablir, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, ben, tu sais quoi, peut-être que je peux leur transmettre de l'amour, puis des belles valeurs, puis essayer de les élever dans ce monde. Puis c'est pas mes enfants, ils m'appartiennent pas, là, tu sais. Je suis là pour les guider, puis essayer de faire en sorte que ce soit des humains de qualité, j'espère. J'espère. Puis qu'ils vont avoir un impact positif. Penses-tu que, tu te dis tranquillement, c'est quand tu as commencé à te rétablir que tu as remis ça en question? Penses-tu que c'est parce que tu avais commencé à t'aimer? Ouais, 100%. En fait, je rêvais de fonder une famille. Moi, c'était mon rêve, bien plus grand rêve que d'être une vedette ou de... Tu sais, j'ai pensé qu'en étant une vedette puis en étant connue, que j'allais être heureuse, tu sais, mais le plus profond de profond, mon rêve, c'était d'aimer puis d'être aimé puis de fonder une famille. Ben, c'est ça qu'on veut comme être humain. Ouais, il n'y a pas un humain sur la terre pour qui c'est pas ça son but, là. Ouais. Aimer puis être aimé. J'en parle de plus en plus, tu sais, justement, en attendant de t'aimer, le nouveau livre, c'est vraiment ça, c'est Lily, elle apprend à s'aimer en attendant d'aimer un petit être. Mais quand tu t'aimes pas,
la pression que tu te mets, puis tu vas je serai jamais capable. Je serai jamais capable de mettre un enfant au monde puis de le guider, tu sais. Mais c'est bien correct de pas vouloir, de pas savoir puis de pas vouloir d'enfants. De nos jours, il y a pas juste un modèle, tu sais. Puis il y a plein de façons de transmettre, tu sais, à des enfants. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'amour, man, ça me fait capoter. C'est fou. Ouais. Des enfants déjà sur Terre. Ouais. On parle souvent de, tu sais, la phrase « ton enfant intérieur Ouais. Je suis allée la revisiter cette semaine. Oui, parle-moi-en. Beaucoup. Dans le fond, ton enfant intérieur, moi, je la porte encore aujourd'hui, toi, tu la portes encore aujourd'hui. Puis quand on parle de notre petite voix, notre petite conscience, notre instinct, notre intuition, notre sixième sens, notre gut feeling, appelle ça comme tu veux, souvent, c'est notre enfant intérieur qui va nous parler. Ouais. Puis quand on devient adulte, puis tu sais, il y a 2 secondes, tu as mentionné quelque chose, là, en devenant connu, puis en ayant du succès avec ta carrière, tu pensais que tu allais trouver l'amour de cette façon-là. Ouais. Mais à un moment donné, ça fait son temps parce que je comprends ça, je l'ai vécu. Ben oui, c'est ça. C'est toutes des sources d'amour, mais extérieures. Fait que dans le fond, c'est pas du vrai amour, mais c'est tout extérieur. Ouais. C'est le fun. Ça nourrit ton extérieur. Ça nourrit l'ego. Oui, tout à fait, exactement. Ça nourrit l'ego. Bingo. Ouais. C'est ton ego. Puis ton orgueil. Puis la perception que tu as de toi. Exact. Et que tu crois que les autres ont de toi. Exact. Puis, tu sais, le fameux syndrome de je vais être heureux quand je vais avoir avoir ma aussi. maison, quand je vais avoir telle carrière, quand je vais avoir fait rejoindre tel objectif, quand je vais faire tant d'argent, quand blablabla. Bullshit. C'est vraiment... C'est tout de l'extérieur. Ouais, puis c'est même, je dirais, des stratagèmes de l'ego pour pas que tu sois heureux, ici, maintenant. Mm-hmm. C'est un stratagème, c'est... Tu sais, moi, des fois, je vois l'ego comme... Tu sais, il est vivant, là. Il est là. On a tout un côté destroy, un côté qui veut aimer, être aimé, mais souvent, on laisse le destroy runner le show, tu sais. Mm-hmm. On laisse... on dirait que j'ai comme plein de bave. J'ai trop bu d'eau. Non, t'as pas... Je te confirme, t'as pas de bave qui te coule sur le petit menton. On laisse l'ego runner le show parce qu'on est dans une société d'ego, puis l'amour puis la bienveillance, malheureusement, c'est pas populaire. Tant que C'est pas... J'adore comment t'as dit ça. C'est pas populaire. Tu sais, genre, être bienveillant envers ton prochain, être, tu sais, comme, tendre la main, toutes les valeurs que je prône, finalement, c'est pas très populaire. Ben, pas autant que le succès puis le paraître. Puis la performance. Puis la performance. Exact. Puis performance, là, on parle pas juste d'un athlète ou quelqu'un qui travaille en show business. Là, performance en tant que maman, performance à ton travail, peu importe c'est quoi ton métier. Comme conjoint. Comme conjoint. Je devrais être plus ci, je devrais être plus ça. On est donc bien bon pour se taper sur la tête soi-même. Puis quand vient le temps d'exprimer nos besoins puis nos vrais désirs, moi, personnellement, je vais parler en mon nom, là, j'ai tendance à tout de suite tomber dans le « ben là, je suis égoïste ». Si je nomme mes envies, mes besoins, je me trouve égoïste. Non, pense donc aux autres, là. Fais pas... Puis... Parce que, tu sais, moi, je suis enfant unique. Mon papa, il a eu un garçon quand j'avais 11 ans, fait que j'ai un demi-frère. OK. Je dis c'est mon frère parce que... C'est quoi la nationalité de ton père? Péruvien. Péruvien. Péruvien, du Pérou. Ma maman est canadienne... Québécoise. De Gatineau? Oui. OK. Hall. Pour ceux qui connaissent Gatineau, Hall. Fait que mon petit frère, tu sais, on est super proches. Je l'aime comme mon enfant, même si on a quand même 11 ans de différence. OK. Je l'adore. C'est mon ami, c'est mon partner. Je l'adore. Ouais. Ben, j'ai la plupart de ma vie, toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'étais enfant unique. Fait que, mes parents se sont divorcés quand j'étais très jeune. Ils ont bien fait ça, sérieux. Ils ont fait ça dans l'harmonie. Je me suis pas sentie coincée entre les deux. Il y avait une bonne communication. Mon père était toujours présent. J'ai été gâtée comme enfant de divorce. T'as pas été abandonnée, là. T'as pas le syndrome de la petite fille abandonnée. Non, vraiment pas. Tant mieux. Puis, fait que j'ai été beaucoup dans le... Puis, encore une fois, jeune, on m'a dit rapidement, très tôt que « Ah, t'es la meilleure, tu chantes bien. » Puis,
Fait que, on dirait que j'ai développé un réflexe assez rapidement de j'ai tout pour moi, là. J'ai tout pour moi, rapidement, ce que je veux. Je me fais louanger. Fait que quand j'ai commencé à nommer mes états d'âme, je suis tombée je me trouvais égoïste. Puis encore une fois, à 38 ans, je me trouve égoïste si j'ose m'affirmer. Ouais. L'affirmation de soi, c'est comme... Je pense que c'est quelque chose de full important dans le rétablissement. Puis, tu sais, je relate à ça, je m'identifie à ça dans vouloir plaire. Tu sais, a people pleaser, là, le côté... tu sais, tu mets tout le monde en avant, puis Eva en dessous du tapis, ben caché. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que moi aussi, j'ai fait ça. Puis on dirait que tu peux pas vivre comme ça à long terme. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait comme OK, j'ai besoin de me dire, me vivre. Puis c'est correct. Puis c'est pas de l'égoïsme. Au contraire, c'est comme je trouve ça hyper sage de tu sais que tu prennes cette conscience que tu prennes cette prise de conscience là. Puis ça va faire en sorte que tu vas pouvoir encore plus t'épanouir. Puis si les autres, ça fait pas leurs affaires, ben Chris, qui se tasse? Ça finit là. Pour vrai, j'étais un peu radicale, mais c'est un peu ça pareil. Non, mais t'as entièrement raison. Puis on dirait que sur papier, dans notre tête, de façon rationnelle, pragmatique, là, on le sait que c'est ça qu'il faudrait faire. C'est la fameuse image de il faut que tu mettes ton masque à oxygène en premier si tu veux aider les autres. Mais c'est difficile de l'appliquer dans la vraie vie parce que le besoin de plaire ou de pas déplaire ou de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis ils vont-tu m'aimer moins, puis mon Dieu, ils vont-tu parler de moi en mal, puis je peux pas donc perdre l'estime que j'ai donc peur de me faire... Mais mettons, là, moi je travaille là-dessus, j'ai lu le livre, puis je vais te le conseiller. Le livre Avoir le courage avoir le courage de ne pas être aimé. C'est vraiment hot, il y a full de philosophie là-dedans, puis de sagesse, puis ça parle de justement aussi du bonheur simple. Tu sais, moi, ma conception du bonheur, elle a un petit peu changé dans les dernières 24 heures. Non, c'est une joke. J'espère. Tu peux avoir eu une épiphanie, un aha moment. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ça a changé dans les derniers temps, ma conception du bonheur, puis avoir le courage de pas être aimé, pour moi, c'est vraiment ça qu'il a fallu que j'apprenne parce que je me souciais vraiment de ce que les autres pouvaient penser. Puis, à un moment donné, quand t'es dans ta vérité, puis dans ce que quand t'incarnes ce que tu veux être, ça fait tout ça? Si t'incarnes ce que tu veux être, les autres, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ça parle d'eux. Ça parle pas de toi. Tu sais? Puis c'est ça que je me répète, moi. Ben, parce que, tu sais, j'en ai des jugements à gauche, à droite, là, que j'entends, puis tout, puis je suis comme... Mais je prie pour eux, man. Je suis comme... Vous devez souffrir pour avoir du temps à perdre à vous occuper de la vie des autres, non? Oui. Puis ça, c'est quelque chose que malheureusement, c'est pas tout le monde qui applique, mais mettons quelqu'un qui te fait royalement suer, là, ou qui te trahit, ou qui est pas gentil avec toi, qui te cause du ressentiment, du chagrin, qui te fait mal, qui t'inflige quoi que ce soit. On a tendance à vouloir être fâché, puis vouloir de la vengeance, mais envoyer de l'amour, prier pour eux, envoyer de l'amour, c'est pas facile à faire. Ça. Non, c'est pas parce facile. que notre ego, il est comme, non, il y a eu injustice, tu dois te défendre. Exactement. Mais c'est tellement plus libérateur de dire, j'envoie de l'amour. Puis ça fait quelques années que je l'applique, puis je suis très fière que c'est quelque chose que j'ai adopté, puis c'est rendu un réflexe maintenant. Quelqu'un me fait chier, j'envoie de l'amour. Quelqu'un me déçoit, j'envoie de l'amour. Quelqu'un inflige du tort à quelqu'un que j'aime, puis je suis comme, j'envoie de l'amour. C'est quand même... Ça prend du temps à adopter ces nouvelles habitudes-là parce que c'est... Ben, c'est un muscle là, que tu entraînes. Là. Oui, comme les dépendances. Ça, c'est des pathways, des neurotransmetteurs, des petits chemins empruntés qu'il faut que tu défasses, puis que tu déboursailles, puis que tu en fasses des nouveaux, que tu crées des nouveaux réflexes, des nouveaux schémas de pensée. C'est possible. C'est difficile, ça prend du temps, mais c'est possible.
Ben ouais, c'est possible. Puis je pense que l'amour, ça reste toujours la réponse. Puis quand t'envoies de l'amour, dans le fond, ce que t'envoies comme message, c'est le pardon. Tu sais, c'est comme... Tu pardonnes pas pour les autres. Tu pardonnes pour toi, tu sais, pour te sentir bien, pour... j'ai d'autres choses à faire que perdre de l'énergie à haïr le monde. Honnêtement, tu sais. Il y en a du monde que je pourrais haïr, là. Beaucoup, là. Tu sais, je suis comme... Mais pourquoi? Genre, vis ta best vie, puis genre... Il y a de l'amour pour tout le monde. C'est ça que je me dis, tu sais. Mais c'est fou comment les gens, ce que j'observe, c'est que la peur d'en manquer, la peur que si quelqu'un réussit, ben moi, ça va m'enlever quelque chose. Ou tout, ça me décourage. Je suis découragée de ces schèmes de pensée-là, de ces comportements-là, parce que je trouve que l'union fait la force dans beaucoup, beaucoup de domaines, tu sais. Mais j'aime ça ce que tu viens de dire, parce que tu sais, surtout dans notre milieu, ben tout le monde se bat pour la même pointe de tarte souvent, tu sais. Autant en cinéma, télé que dans le monde de la musique. C'est qu'est-ce qui va décrocher tel contrat, puis veut pas, ben, tu passes des auditions, puis il y en a tout le temps une qui va avoir le rôle avant toi, ou tu sais, ça m'est arrivé de décrocher des rôles, mais genre, j'ai tout le temps un petit peu cette attitude-là de « Ah, mais je l'aurai probablement pas. » Puis il y a sûrement quelqu'un de meilleur que moi, de mieux casté, qui chante mieux, qui a plus d'expérience, qui est plus mince, qui est plus... Puis on se met tellement de pression. C'est fou. Puis encore là, à cause que je réalise que je me mets de la pression, ben pour ça aussi, je me tape sur la tête. Ouais. C'est un éternel... recommencement. Cycle sans fin. Est-ce que tu fais encore des meetings? De fraternité, de groupe d'entraide. Ouais, moi, je suis quand même assez impliquée avec Sober Lab aussi. Ben, c'est ça. C'est sûr que Sober Lab prend énormément de mon temps, là, mais ouais, moi, j'ai on va dire le programme en 12 étapes, le programme en 12 étapes. J'essaie de l'appliquer dans ma vie. Puis, tu sais, les salles de réunion, moi, je fais juste dire que les gens qui souffrent, tu sais, ça brise l'isolement, tu sais. Ça brise l'isolement, puis c'est bon pour ça. Pas tout le monde va atterrir dans une salle de meeting. Puis moi, je suis pas représentante des meetings, là, je veux dire. Mais Sober Lab, pour moi, c'est une espèce de solution, on va dire 2.0-ish pour les jeunes, moins jeunes, mais des gens qui sont curieux de la sobriété puis qui veulent avoir une vie meilleure, tu sais, à jeun, on va dire. J'adore ça. C'est tellement beau ce que tu fais, là, parce que justement, on cherche, la plupart des gens, je pense, on cherche un sentiment d'appartenance. Ouais. On cherche une communauté. Oui, de se sentir comprise, entendu, du moins. Puis de sentir qu'on n'est pas tout seul. Exact. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffle, on va se le dire, tu sais, puis c'est vraiment un fléau, là. C'est parce qu'on dirait qu'on se raconte tellement d'histoires fausses dans notre tête. Ça me fait capoter. Mais t'es sur une trajectoire vraiment inspirante, parce que t'as trouvé ta voie, tu continues à la trouver tous les jours, mais t'aides les autres à trouver la leur. Ouais. Puis, ben, c'est ça, on dit des fois d'être un phare dans l'obscurité de quelqu'un. Tu sais pas ton passage sur un podcast ou même juste un show que tu peux faire, ou juste le fait de dévoiler ton relèvement, ton cheminement, ça peut éclairer quelqu'un. Tu sais, tu le sais pas. Moi, je ne savais pas l'impact que les choses que j'allais faire, que j'allais créer avec... je prends pas le crédit, ceci étant dit. Je parle de plus en plus de foi, de spiritualité. Je m'assume de plus en plus là-dedans. Avant, j'avais peur de parler de spiritualité. J'étais comme... Qu'est-ce que les gens vont penser? Elle parle de Dieu. Elle est folle, tu sais. Mais t'es non. encore dans le... Qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais, j'ai pensé ça longtemps. Ça m'a pris du temps. J'en ai parlé dans le podcast que je t'ai parlé pour de vrai de les deux boys, là, voyons, GNT puis Emmanuel. Puis, je m'en vais où avec ça? Je voulais juste dire que tu commences à parler de la foi. Je commence à parler de la foi, puis de comment les gens, je pense, peut-être j'ai pas la réponse absolue, mais la science infuse, qu'on dit. Mais les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Oui, madame. C'est-tu une communauté? C'est-tu des podcasts? C'est-tu des plans de match? C'est-tu des Sober Labs? C'est-tu des livres inspirants? C'est quoi? Mais ça nous prend quelque chose. Puis je pense que
tu sais, d'en parler, c'est super. Tu sais, c'est vraiment hot. Puis moi, je pense que c'est d'arrêter de contrôler qui m'a sauvée. De lâcher prise. Ouais. On en parlait tantôt, hein, de Ouais. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ben, c'est la fameuse prière de la sérénité. Moi, je trouve que oui, c'est né à travers les alcooliques anonymes. Non, non, c'est non, Marc-Aurèle. t'as raison, excuse-moi. En plus, je viens de me le faire rappeler cette semaine. Oui, bien avant. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient straight des AA. Mais je trouve que cette prière-là, ça s'applique juste à tout. Tout. C'est le stoïcisme. Oui. C'est mener une vie stoïque, en fait. C'est que l'adversité est nécessaire pour évoluer, pour trouver son chemin. Puis si t'as pas d'adversité dans la vie, ben le jour où tu vas en avoir, puis que t'as pas eu aucun moment où t'as eu des épreuves, des struggles, des souffrances, peu importe, ben c'est ça qui arrive avec nos enfants, les jeunes, tu sais, sont pas outillés, tout de suite on les label anxieux, et si ça, puis là c'est comme, ils ont pas qu'on se cache derrière un diagnostic, mais un peu comme très jeune, très très jeune, les gens sont, fait que là, ben non, mais moi je fais de l'anxiété généralisée, fait que je peux pas, non, regarde, on en fait toutes de l'anxiété. Peut-être que ce sera pas populaire comme discours, mais on en fait toutes. On en fait toutes. On a tous des pensées qui nous amènent à douter, à des croyances limitantes. Ouais, des croyances limitantes. On est bon pour se faire croire des choses. Ben, tellement. qui sont pas réelles. Mais dans le moment présent... On y croit en tabarnane. Oui. C'est fou, là. Puis ça fait notre affaire aussi, qu'est-ce qu'on croit. Ben oui, c'est ça qu'on connaît. Ça fait notre affaire de croire ça parce que c'est le narratif qu'on s'est dit toute notre vie. Fait que de changer ça, ce narratif-là, puis de faire comme... Peut-être que je pensais pas bien, finalement. Ça se peut. Que ma pensée était pas bonne. C'est pas beaucoup de monde qui a envie de faire ça. Ben, il y en a, ceci étant dit, mais moi, c'est ça que je fais. Je m'entraîne à ça. Je trouve ça fascinant de changer ma pensée. De faire comme... Mais... Ben, c'est tellement admirable. Ça prend une... C'est quoi le mot en français pour self-awareness? C'est... self-awareness? Non. J'ai jamais trouvé le mot parfait. C'est être conscient de soi-même, de s'observer. Tu sais, quand tu t'observes. Self-conscious, self-awareness. Ben, être aware, ça veut dire d'être conscient, mais c'est conscious qui est conscient. Avoir une conscience de soi. Mais ça sonne... C'est pas tout à fait ça. Ouais, self-awareness. Mais c'est un... Parce que la plupart des gens... Excuse-moi. Non, pas la plupart des gens. Il y a des gens... Tu fais bien de te reprendre, des fois, je suis un peu... Mais non, mais je sais-tu, moi, si c'est la plupart des gens, je suis peut-être très incorrecte. Il y a des gens qui vivent leur vie comme des zombies puis qui se seront jamais observés. Puis qui vont juste être dans leurs croyances limitantes, leurs souffrances, leurs douleurs, leurs traumas, puis qui pourront pas même voir ce qui se passe en eux-mêmes pour avoir l'opportunité d'aller mieux, de se sentir mieux. Je le sais. De s'aimer. C'est quand même un cadeau d'avoir cette conscience de soi-là. Pour ma part, il a fallu que j'aille dans mon trou noir, puis que je connaisse le mal de vivre, puis que pour ensuite développer ma self-awareness, parce qu'avant, j'en avais pas. Mais non, c'est ça. T'étais dans le déni. Mais dis-moi, en étant abstinente, en rétablissement, appelle ça comme tu veux, là, est-ce que t'as quand même eu des périodes dark à jeun? T'as-tu eu des moments où, comme, c'était noir? Je dirais challengeant, éprouvant. Ouais. Je te mentirais pas pour te dire que... je recommence, tu fais pas de montage. Je te mentirais pas qu'en ce moment, c'est une phase un peu creuse. OK. Plan de match, ça m'a vraiment fait du bien cette semaine. Je suis allée purger beaucoup de choses. Je suis allée à l'intérieur de moi-même pour nommer des choses que je voulais pas nommer puis que je tassais de côté. Mais je suis encore abstinente, je suis encore on the wagon. J'ai pas touché à une goutte d'alcool et je n'en ai pas envie. OK.
Génial. Mais on dit, tu sais, en dépendance, on dit que c'est 15% c'est la substance en soi, puis 85% c'est les comportements. Fait que ça fait un petit bout de temps que je l'observe en moi-même. Des petits red flags de « OK, non, j'ai pas envie d'alcool, mais tel comportement. J'ai pas envie d'alcool, mais telle affaire. » Fait que... Magasinage compulsif? Non, même pas. Non, Écoute, OK. Je prenais un guess. très rarement et à très petite échelle. Moi, j'ai toujours dit en joke, là, je suis pas une vraie fille. J'haïs magasiner. Je déteste magasiner. Par contre, cela dit, quand je passe sur une petite lancée, là, Ouais. je peux acheter de façon compulsive, mais je te parle pas des gros montants faramineux, là, ni très souvent. OK. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui me cause des problèmes. OK. Du tout. OK. Mais fait que oui, ça m'arrive d'avoir des périodes un peu plus creuses, mais je poursuis ma route. J'essaie de m'arrêter puis d'avoir ma conscience de moi-même le plus possible. Ouais. J'ai recours à des outils que des fois j'oublie puis que je délaisse, mais tu sais, de temps en temps, je me rappelle. Puis on en parlait il y a 2 minutes, mais la connexion, le sentiment d'appartenance, des fois, il y a des périodes qui passent, puis je suis comme, ça fait longtemps que j'ai pas appelé, texté, communiqué avec un confrère ou consort de rétablissement. Ouais. Puis ça fait toujours du bien. C'est pas un solo trip, hein? C'est le rétablissement. Tu peux pas faire ça tout seul. Puis c'est important de se le rappeler parce qu'on dirait que notre cerveau, je vais parler du mien, mon cerveau, il me fait croire des fois que pourquoi me soucier des autres tant que ça, là? Tu sais, je veux dire, ma petite vie va bien, ma famille, mes affaires, tout est correct. Pourquoi j'aurais besoin de mettre autant d'énergie à aider les autres? C'est parce que ça te nourrit, toi aussi. Ben oui, ça me nourrit, mais c'est pas long. Une mauvaise nuit de sommeil, 3 jours de mauvaise alimentation, mes pensées sont altérées, puis je peux même arriver à avoir le goût de tout crisser seul. Tu sais, comme pour te dire comment c'est excessif. Tu sais, c'est comme, non, relax, tout n'est pas correct en ce moment. Tout n'est pas parfait en ce moment, mais il n'y a pas de raison de tout jeter. Jeter. En tout cas, tu sais, moi, les humains me fascinent. Ben oui. J'aime les humains. Moi aussi. Autant qu'ils me gossent, mais je les aime. Il y a des humains qui me gossent. Ça s'appelle être humain. Oui, quand les autres humains te gossent. Oui, mais je les aime aussi à la fois. Tu sais, c'est ça. C'est aussi de se ramener dans l'amour parce que c'est facile de se laisser entraîner dans tout me gosse, puis tu sais, pas long, là. C'est la faute de tout le monde, puis. Ouais. Avoir le blâme facile. Oui, vraiment, vraiment. Puis là, fait que je veux juste revenir, mettons, à maintenant, tu chantes toujours. Tu chantes, genre, quasiment tout le temps, là. Tu gagnes vraiment ta vie comme ça, puis tu tripes-tu ta vie? Oui. Moi, je fais de la tournée. C'est 120, 130 concerts par année. Fait que ça équivaut à peu près 7 mois. Oh my God. En tournée. T'es bonne. Sur un tour bus, dans des hôtels. Ça fait combien d'années que tu fais ça? J'ai commencé fin 2017 avec ce band-là. Fait que... Début de ta sobriété, finalement? Ouais. Wow. Puis... Aïe. C'est une belle gig. Écoute, Pink Floyd, moi, depuis que j'ai découvert ça, c'est une des plus belle musique, c'est légendaire, c'est incroyable, c'est intemporel. Ben oui. C'est Pink Floyd. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à chanter du Pink Floyd. C'est pas mon show, c'est pas le Eva Avila show, fait qu'il y a comme pas trop de pression. Ouais, je comprends. J'ai quand même mon moment avec un solo dans le show, fait que j'ai quand même mon petit moment de spotlight, fait que mon ego de chanteuse il est bien content. Mais c'est pas facile. T'as-tu mal au dos? Oui, j'ai mal au dos, mais c'est pas grave. Ah, bon, là, je m'en fâche dans le film, ça va bien. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, au niveau mental, au niveau physique. Honnêtement, je sais pas comment tu fais. Ben, tu dois être connecté, là. Tu dois être habité. Tu dois être... Christy, t'as pas le choix, là. En plus, ça doit consommer, là. Oui, ben écoute... Il y a de l'alcool à profusion partout.
gratuit en plus. Là. Oh my God. Notre fridge, il est plein. Mais ça me dérange pas. Mes triggers sont ici. Ouais, c'est ça. Et ici. Ils sont pas là. Mais moindrement que ça puis ça est pas ça, ta tête puis ton cœur est pas connecté, ça peut quand même ça peut aller vite là. Oui, absolument. Une rechute, c'est un claquement de doigts. Là. Un bras de distance, je le dis souvent. Là. Tout à fait. Moi, ce qui me confronte le plus, c'est pas qu'il y ait de l'alcool devant moi puis comme c'est tentant, il y a des tentations, peu importe. Moi, c'est plutôt de quand même observer les gens autour de moi qui consomment de façon tellement careless puis puis tout le monde ou presque tôt ou tard dans une tournée ça va prendre un verre. Il y en a qui boivent très 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 peu, il y en a qui boivent à chaque jour mais quand même très peu, il y en a qui boivent de façon excessive, il y en a qui ont carrément un immense problème. Puis moi ça me brise le cœur d'avoir ça d'en face à tous les jours. Tu leur tends-tu la main? T'essayes-tu? Oui, mais oui, à ma façon. Ils savent que je suis là pour eux. Ouais, mais ils sont pas là, ils sont pas prêts. Là. Ben, des fois, c'est qu'ils sont pas prêts, mais c'est ça. Moi, j'étais pas prête pendant un Christy de bout. Là. Exactement. Tu peux pas tirer une carotte pour qu'elle pousse. Là. Mais oui, c'est confrontant quand même. Puis, encore une fois, là, ça revient au discours de c'est une drogue qui est légalisée, qui est normalisée, qui fait partie de notre banalisée, qui fait partie de notre paysage partout où on va. On associe ça à des belles occasions. Dans nos télés, nos séries, il y a tout le temps un vin, puis oui, let's go. It's everywhere. Ouais. Puis it's not going anywhere. C'est comme... Même si c'est rendu qu'il y a des labels d'indication, puis des warning labels. Puis tu fais ça? Ben, pour le cancer? Dans certains pays, oui. Je sais qu'en Angleterre, ça a commencé à être... En Irlande. Ouais. En Suède. Ça se peut-tu en Suède? Ça se peut. Mais il y avait un projet de loi là, d'un voyons, gouverneur. C'est-tu gouverneur? Je suis bien mêlée. Sénateur, pas gouverneur. Sénateur, voyons, monsieur Brazo. Il voulait faire des étiquettes de warning pour le cancer. Ah ben oui. Mais je pense pas que... Je sais pas si le projet de loi a passé. Fait que ben, ça devrait, là. Tu sais, logiquement, mais on s'entend. Plein de monde qui cigarettes. On l'a démonisé. On va toujours fumer. Ouais. Ça s'en va pas à la démonisation, je pense pas. Puis c'est pas nécessaire non plus. Non. Non, juste d'informer les gens. Qu'est-ce que tu bois? Ouais. Mais ouais, continue, je t'ai comme coupé dans ton élan. Non, c'est tout. On parlait de... En tournée, tu dis, je sais pas comment tu fais. Ouais, c'est éprouvant. C'est éprouvant comme emploi du temps. Moi, ça fait quand même quelques années que je me dis que j'aimerais beaucoup consacrer plus de temps à la télé puis au cinéma. Au acting? Parce que, tu sais, j'en ai fait un peu. Je me proclame pas une comédienne, là, mais j'ai fait des projets vraiment le fun. Puis je sais que j'ai cette petite fibre en moi que je pourrais développer. Mais après ma barre, moi, je suis une chanteuse. Ça va toujours être mon premier amour. Mais tu sais, j'ai une agente que j'adore vraiment beaucoup qui me dit, tu sais, je crois beaucoup en ton talent, puis dis-moi si à un moment donné tu as plus de temps à consacrer pour tu sais pour que je te propose pour le projet. Tu peux faire des self-tapes. Pourquoi tu fais pas des self-tapes? J'en fais des fois, mais en tournée c'est difficile. C'est tellement énergivore que de trouver du temps pour faire des self-tapes, même en tournée, je t'avoue que c'est un challenge. Tu sais, les derniers rôles intéressants que j'ai eus, ben, c'était pendant la pandémie, quand il n'y avait pas de tournée puis pas de show. Fait que je comprends. Je me suis un peu prouvé à moi-même que si je me dédiais un petit peu plus à ça, les projets viendraient un petit peu plus. Mais une chose à la fois, pour l'instant, j'aime ça, faire de la tournée. C'est sûr que je ne pourrais pas faire ça forever là, parce que je commence à être fatiguée. Ça doit. Ouais. Tabarnouche. Ouais. C'est des... Vivre dans mes valises, là. Des lifestyles. Mais oui, ça doit être quelque chose, honnêtement, de pas jamais être à la maison. En même temps, quand t'es bien avec toi-même, j'imagine que tu réussis à trouver un espace où tu te sens à la maison. Tu réussis-tu ou je suis comme curieuse de t'entendre là-dessus? Moi, c'est sûr qu'à chaque fois que je reviens au Québec, c'est comme... T'es à la maison. Ouais. Quand je retourne chez maman, chez papa, ou même quand je viens visiter mes amis à Montréal, je me sens comme... En dedans de moi, là, mon système nerveux, il fait... tu te sens bien. Puis j'ai vu une citation, justement, ce matin. C'est en anglais. OK, c'est Home is where the heart is. Mais là, il y a une petite barre sur le heart is, puis c'est écrit
Home is where the nervous system feels safe. Oh, wow. Puis ça me parle en tabarnouche. Oh. C'est quand tu te sens en sécurité, that's when you can feel at home. Fait que moi, je me sens à la maison où je suis en sécurité. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est quand j'arrive au Québec. Des fois, c'est quand je suis sur l'autobus de tournée parce que c'est une petite routine. Puis c'est confort pour vrai. Là, moi, j'adore mes collègues. On s'entend bien, on est une famille. Ouais. Ma petite couchette sur le tourbus, sérieux, c'est confortable. Je l'ai décoré à ma guise. Je mets des petites lumières. J'ai mes petites affaires. C'est confortable. Mais c'est juste le sentiment d'être si nomade. Écoute, il y en a qui le font pour 30-40 ans, là. Ouais. C'est tant mieux. Mais moi, je sais pas si je vais me rendre là. C'est pas obligé d'être ta vie non plus. Non. Mais je comprends l'idée de, tu sais, de trouver du temps puis tout, mais, tu sais, pour vrai, tu pourrais essayer de trouver du temps pour faire des self-tapes puis juste comme le lancer dans l'univers. Puis si t'as des choses qui arrivent qui sont vraiment hot, tu sais, exemple, je sais pas, moi, tu décroches un rôle dans une quotidienne, 90 jours de tournage, je te donne un exemple. Puis là, genre, t'es comme, ah, mais j'ai envie de le faire, mais c'est parce que si tu fais pas l'audition, tu peux pas le savoir. Tout à fait. Tu sais? Ouais. Fait que là, c'est comme, dans le fond, t'es dans un espèce d'espace où t'as une sécurité, d'une certaine façon, parce que j'imagine, tu sais, t'as ta sécurité d'emploi. Ouais. Mais ça se fait bien, des self-tapes. Ouais. Avec un sel, puis un petit stick, puis un petit ring light, je te dis, ça se fait bien. T'as raison. Mais il faut que ça te tente. C'est la charge mentale que ça te demande. Que ça me prend, ouais. Ouais. Puis une fois qu'on est parti on the road, c'est plusieurs mois à la fois. Fait que, ouais. encore une fois, là, c'est un petit peu ma peur de déplaire ou de... Parce que si jamais mon agente, elle me dit, je peux-tu te proposer pour tel projet, le tournage se ferait entre telle date et telle date. Je suis comme, OK. Là, tu peux pas. Genre, je pourrais, mais il faudrait que je m'absente de la tournée. OK. Est-ce que ça serait un délai raisonnable pour qu'ils trouvent quelqu'un pour me remplacer? Il y a toute cette peur-là de... Ils vont être fâchés? Ils vont être déçus? C'est une blessure qu'il faut que je surmonte aussi, mais... Puis, tu sais, il faut être raisonnable. Puis moi, j'aime pas revenir sur mes paroles. Moi, je suis comme... Quand je m'engage pour quelque chose, d'habitude, ça me donne l'urticaire d'être obligée de me désister. Ouais, je peux comprendre. C'est un beau... C'est de la loyauté, en fait. Ouais. T'es loyal. Mais t'as raison, ça se fait très bien des self-tapes, puis j'en ai fait plusieurs dans le passé en tournée. C'est juste que depuis un bout de temps, je sens que mon corps, ma tête commence à être un petit peu fatiguée de la vie de tournée. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est moi-même qui je choisis que j'ai pas la capacité mentale pour faire ça. C'est bien correct. Au moins, je le nomme. Ben, c'est ça. Puis si, mettons, ça revient, ben, tu sais que t'as quand même t'auras des opportunités rendues là, tu sais. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver sur la table puis que t'auras même pas à auditionner. Tu sais pas. On contrôle... Ben, on sait pas. Ouais. On sait pas. On sait pas. On sait pas. T'as raison. You never know. Le monde, mais c'est parce que les gens qui connaissent pas cette industrie-là, ils vont dire comme, ah, mais pourquoi tu fais pas tel rôle? Je suis comme, OK. Là, t'expliques comment ça fonctionne. Ouais. Ton agent te soumet pour des projets. Puis les autres, ils vont dire, OK, oui, on veut l'avoir en audition. Puis là, après ça, t'envoies un self-tape. Puis si t'envoies un self-tape, c'est que t'es prêt à... Tu serais disponible. Puis là, ils font un availability check. Il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Fait que, puis moi, encore une fois, c'est ma peur de décevoir, c'est ma peur de... Puis surtout, j'ai des petits traumatismes de mon passé quand j'étais en consommation. J'ai déçu beaucoup de gens à plusieurs reprises. Je me suis désistée à plusieurs reprises sur certaines choses. Au niveau de ma carrière, tu sais, je sais que j'ai manqué des portes, là, des opportunités. Probablement que si je n'étais pas tombée dans la consommation, peut-être ma carrière serait probablement différente aujourd'hui. Mais tu serais pas Eva Avila. T'as raison. Tu serais pas Eva Avila de Canadian Idol. Tu serais Eva Avila qui n'a pas fait Canadian Idol puis qu'on n'aurait peut-être même pas connu. Fait que, tu sais, c'est toujours ton chemin, c'est ça, mais moi, je pense que si t'es dû pour faire du acting, mettons, à temps plein, tout va se placer pour que ça arrive, tu sais, sans même que t'aies à forcer. Je t'ai pas vu dans des projets. Je sais que t'as fait... c'était quoi le film que tu faisais de Maman Toxicomane? Le Coyote. Le Coyote, que je voulais voir, que j'ai pas vu. Mais, tu sais,
what your heart desires, la vie va te l'amener. C'est sûr, d'une certaine manière. Sans être obligé de se battre pour. Sans être obligé de... Moi, je me suis battue, là. Je me battais dans le temps pour le acting, là. Christ, que c'était lourd, là. Tu sais, je voulais tellement, puis je pensais tellement que c'était ça, puis j'ai fait des belles choses. Je dis pas que j'ai pas fait des belles choses, mais moi, j'ai envie de continuer de faire du acting, mais j'ai vraiment envie d'écrire puis de produire, tu sais. Je te le disais, moi, j'ai envie de te faire travailler, tu sais. C'est ça mon souhait, puis je me rends compte que... Puis c'est une réalisation que j'ai faite, ça fait longtemps, mais là, on dirait que je l'assume plus. Je peux pas avoir de boss. I'm the boss. Ouais, je comprends. Je peux pas avoir de boss, mais tu sais, pas que je serais pas capable d'être sur une prod puis avoir un rôle, quelques jours de tournage, etc. Je pourrais le faire, mais j'aime vraiment la création de contenu, puis j'aimerais ça pouvoir faire travailler les gens que j'aime, puis tu sais, travailler avec le monde que j'aime, puis tout avec plein d'amour, puis tu sais, c'est... Mais en ce moment, j'ai pas tant d'auditions. Je fais plus, comme je te disais, des conférences, des affaires. Je m'occupe de Sober Lab. J'écris, mais c'est correct, tu sais. Avant, je m'apitoyais sur mon sort. J'étais comme, c'est pas juste. C'est pas juste, ils veulent pas... Avant, j'auditionnais tout le temps. Avant, j'étais celle qui auditionnait, là. Tu sais, j'étais toujours invitée, là, dans les salles d'audition. Là, je suis pas vraiment invitée, puis je suis comme, c'est pas ma saison, man. C'est pas ma saison, puis c'est correct, tu sais, je suis comme... Mais c'est un beau métier. C'est un beau métier. Faut être fait fort, par exemple, pour le faire. Mentalement. Ouais. Mentalement, faut être fait fort. Des fois, on entre dans ce métier-là en étant pas pire fort, puis là, ben, c'est tellement une industrie qui peut être ingrate et sans merci. Ouais. Puis on perd un peu notre carapace, mais là, on se la reconstruit. Exact. Puis, 100%. Puis il faut pas lâcher, tu sais, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de misconception. Les gens pensent que c'est quelque chose alors que c'est pas tout à fait. Tu sais, c'est pas si glamour que ça, là. C'est des longues heures, le cinéma t'en as fait. Tu sais, c'est long, tu fais juste attendre. Mais après ça, tu vois le résultat final, puis t'es comme, oh my God, tu sais, wow. C'est vraiment... c'est beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, puis même aussi dans ce que je fais, là, la vie de tournée. Oh my God, c'est la vie de rockstar, puis c'est dans mes glam, puis blablabla. Là, tu fais comme, OK, passe une semaine on the road avec nous, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses après. Eh boy, non, moi, j'ai fait 1 année et demie de tournée, entre guillemets, de théâtre. Puis... c'était vraiment cool, mais je consommais à l'époque, là, mais... Okay. Tu sais, non. 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 Mais c'est une saison de ta vie, tu sais. Tout à fait. Moi, je crois pas au regret, hein. Juste des leçons d'apprentissage. Ouais. Fait que pour la suite, mettons, de la vie de Eva Avila, je te souhaite quoi? Je te souhaite quoi dans cette belle vie-là? De vivre ma vie et prendre toutes mes décisions en fonction de mon amour-propre. Wow! Puis de plus ignorer quand ma petite voix intérieure essaie de me parler. Parce que quand je l'ignore, elle se met à crier. Après ça, c'est mon corps qui se met à me parler. Fait que, tu sais, notre corps-esprit, là, des bobos, puis des douleurs, puis des problèmes, puis des insomnies. Souvent, c'est nos émotions qu'on a refoulées qui viennent cogner. Viennent cogner dans le dos. Ouais. Ou ailleurs, là. Ouais. Je sais pas, ils cognent où, toi, dans le cou? Moi, j'ai beaucoup de tension au niveau vocal. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que, puis je serre des dents, je fais du bruxisme. Ça, c'est moi aussi, je fais la ça. nuit. Fait que j'ai les masséteurs je fais ça. assez réchauffés, merci. Tu grinces-tu des dents? Non, je grince pas, je serre de la mâchoire. Puis en tant que chanteur, tes muscles, tes masséteurs, ils sont connectés. Masséter, c'est un muscle? Oui, ton masséter, c'est le... Qu'est-ce qu'il y a dur ici, là? Ouais. C'est dur. Puis c'est tout connecté avec ta racine de ta langue, ton larynx, jusque dans le dos, jusque dans tes épaules. Fait que ton appareil vocal, là, c'est tous ces muscles-là. Puis, sais-tu pourquoi tu grinces? Pas tu grinces? Probablement du stress refoulé. OK. Ouais. Fait qu'en dormant, en dormant, je vis toutes mes émotions, puis... Puis t'as-tu de la colère? Sais-tu si t'as de la colère? Des fois, j'ai du ressentiment. Du ressentiment. Envers moi-même, envers
certaines personnes à qui j'envoie de l'amour. Of course, ben oui. Mais écoute, c'est le travail d'une vie, ces affaires-là. Là. Mais c'est juste, c'est ça. Quand tu refoules puis tu ignores tes instincts pendant trop longtemps, mais ton corps va te parler. Ouais, 100%. Ouais. Mais, ouais, prendre tes décisions. À toi, qu'est-ce que je te souhaite, ma belle Éliane? C'est une bonne question. Je m'attendais pas à me la faire poser en retour. Écoute, moi, tu me souhaites de continuer En fait, non, pas de continuer. De rire toujours plus. De rire. J'aime quand je ris. J'aime quand je suis dans la joie, puis je me laisse souvent prendre par être sérieuse. Être, tu sais, comme, la vie, c'est sérieux, puis tout. Puis non. Mais moi, je me souhaite de rire plus. J'adore ça. C'est le fun, rire. Hein? Ouais, puis même peut-être dans une optique plus, on va dire, professionnelle. Je suis vraiment pas humoriste, là. Crissement pas. Mais j'aimerais faire plus de contenu drôle. Genre... Pour rire et faire rire Pour les rire autres. et faire rire. Ouais, exact. Juste égoïstement, genre... mais, tu sais, je me prétends pas humoriste. Les humoristes sont humoristes. Moi, je suis une comédienne, une auteure. Tu peux être drôle quand même. Je peux être drôle quand même. En fait, je suis fucking drôle, mais, tu sais, les gens le savent pas ça parce que je suis une actrice dramatique sur papier, tu sais. J'ai fait beaucoup de choses dramatiques, mais dans les faits, je suis très, très, très drôle. Puis, j'aimerais ça exploiter ça avec... soit du contenu que je créerais moi-même ou avec une prod qui aurait besoin d'une fille drôle. Puis peut-être qu'on va avoir un projet un jour ensemble de contenu. J'ai plein d'idées. Wow. Fait que, ouais, rire. Je te souhaite de rire. Toujours rire encore plus. Merci. Puis c'est la fin de Puis après, gang. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment heureuse de cet épisode, de cette rencontre. Puis on va se revoir la semaine prochaine avec un autre invité. Bye! Bye!